Et on va continuer d'en parler, de la situation en Iran et surtout de cette voie diplomatique. Est-elle ou non possible? Avec vous, Bertrand Galichet, bonjour. Vous êtes grand reporter et spécialiste des questions internationales. Bonjour. Bonjour. Manaz Shirali, vous êtes sociologue et spécialiste de l'Iran. Lorsqu'on entend Donald Trump qui dit finalement l'Iran s'en fiche, en substance, des Européens, de cette réunion qu'il y a eu à Genève, tout passe par nous, est-ce qu'il a raison? Oui, c'est évident parce que même si les Européens font des efforts diplomatiques vertueux et qu'on ne peut que saluer, parce que si on peut éviter une dégradation de la situation et de s'enfoncer dans une guerre meurtrière, ce serait évidemment une bonne nouvelle, mais on voit bien quand même que la situation est prise en main à Washington et que la solution, si elle existe, passe par uniquement la Maison-Blanche et par Donald Trump et par personne d'autre pour l'instant. Donc, effectivement, je crois que la réflexion de Donald Trump, qui n'est pas très aimable pour les Européens, elle est quand même très réaliste et il a aussi, avec ce message, dit aux Européens « c'est mon affaire, je m'en occupe, n'y touchez pas ». Je m'en occupe, mais sachant qu'on ne sait pas encore si Donald Trump ou non interviendra et surtout de quelle manière, il s'est donné 15 jours pour prendre une décision. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il intervienne ou pas. Mais de toute façon, pour les Israéliens, rien ne changera parce qu'eux-mêmes se disent capables d'atteindre la fameuse centrale de Fordo. Mais tout laisse à croire que bientôt ils vont intervenir. Et donc, ils ne vont pas rester à l'écart. Et je pense que... Qu'est-ce qui vous fait dire que tout porte à croire que justement ils vont sûrement intervenir? Ils attendent l'arrivée de leur dernier navire de porte-avions au golfe Persique. Donc, on pense que c'est ça, en fait, qui fait que les Américains attendent. Et concernant le rôle des Européens, effectivement, vous avez raison de dire que les Européens n'ont pas beaucoup de rôle dans cette affaire. Par contre, moi, je pense qu'ils peuvent quand même, les Européens et surtout la France, pourraient jouer éventuellement un rôle historique dans cette affaire en faisant convaincre les dirigeants iraniens de quitter les rênes de pouvoir et de laisser la place à un gouvernement de transition et à l'occasion de donner l'asile politique aux dirigeants iraniens en France, puisqu'ils ont déjà reçu Khomeini, pourquoi pas Khamenei? Alors on va écouter Jean-Noël Marot. Il faisait partie de cette réunion hier à Genève avec ses homologues allemands, britanniques et iraniens. Alors contrairement à Donald Trump, il espère peser sur justement cette reprise des négociations vers une voie diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères iranien a marqué sa disposition à poursuivre ces discussions sur le programme nucléaire et plus largement sur tous les sujets. Et nous attendons de la part de l'Iran une ouverture à la discussion, y compris avec les États-Unis. Bertrand Galichet, on connaît la détermination sans faille de Benyamin Netanyahou. Pour lui, hors de question de venir à la table des négociations. Il n'en est pas question. Quand on entend Jean-Noël Barrot, est-ce que finalement on peut le croire? C'est une posture. Quand on entend Emmanuel Macron lui-même dire hier au Salon du Bourget, je vais téléphoner à Benyamin Netanyahou, on va s'entretenir, on va discuter, sous-entendant, je vais peut-être pouvoir peser et le faire changer d'avis. Est-ce que c'est une posture ou est-ce que vous pensez que finalement l'Europe y croit vraiment? Jusqu'à présent, il faut bien voir quand même que la position de la France en particulier, au-delà de celle de l'Europe, elle est constante, c'est-à-dire sur la question israélo-palestinienne, elle n'a jamais varié, quels que soient les gouvernements. Sur la question du conflit irano-israélien, ça ne s'est jamais posé de façon aussi aiguë, mais on est toujours dans une posture de dialogue, dans la volonté, au fond, d'arranger les choses et d'essayer d'éviter le pire. Mais malheureusement, on voit bien aujourd'hui qu'on n'en est plus là et que ce que pourrait dire M. Macron à M. Netanyahou ne pèsera pas lourd dans l'affaire. Malheureusement, c'est un peu, je dirais, le regret probablement de cette diplomatie qui a été très théorique jusqu'à présent et qui n'a pas voulu ou pas su prendre en compte la réalité des choses et la réalité des rapports de force. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron, il est dans son rôle, pourra effectivement téléphoner à Netanyahou pour lui dire, voilà, il faut que tu arrêtes ou il faut que tu trouves une solution, que tu essayes de limiter les dégâts. Je doute que ça ait beaucoup d'effet. Une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit. Absolument, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'aujourd'hui, la question est de savoir ce que c'est le pire.
C'est ça la question. Pour les Iraniens que j'ai interrogés, pour eux, le pire, c'est que la République islamique survive à cette situation, à cette guerre. Parce qu'on a annoncé, le ministère de l'Intérieur iranien a annoncé qu'il a donné l'ultimatum aux Iraniens jusqu'à dimanche en disant que tous ceux qui défendent Israël viennent se dénoncer eux-mêmes parce que sinon ils vont les prendre eux-mêmes et ils vont les exécuter. Donc les Iraniens craignent des exécutions massives de tous ceux qui ont montré une certaine joie envers les attaques, envers l'élimination des généraux de l'armée de Pasdaran qui étaient responsables des massacres des Iraniens. Parce que pendant tous les soulèvements en Iran, ces généraux qui ont été éliminés au début de la guerre, c'était les premiers responsables de ces massacres, de ces immenses violences qu'ils ont fait subir à la société iranienne. Donc évidemment, on peut comprendre les Iraniens qui étaient contents de voir l'élimination de leur oppresseur. Et là maintenant, tous ceux qui ont manifesté un tant soit peu la joie sur les réseaux sociaux craignent leur vie parce qu'ils pensent que la République islamique va les prendre et va les exécuter. C'est ça la pire pour les Iraniens aujourd'hui. Alors justement, pour revenir à la situation en Iran, lorsque Israël est passé à l'offensive, offensive massive et préventive selon Emmanuel Macron, selon Benyamin Netanyahou, certains disaient il y a une opposition relativement forte en Iran et finalement, dans la durée, ce conflit, il ne va peut-être pas pouvoir s'inscrire parce que l'opinion publique ne suivra pas. Or, cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Des milliers de manifestants à Téhéran ou dans d'autres villes du pays soutenir le régime des mollahs, brûler des drapeaux palestiniens, brûler des drapeaux israéliens. Est-ce que finalement, cette offensive israélienne, elle n'est pas en train de ressouder, je pèse mes mots, en tous les cas de rassembler une population qui était plutôt très divisée? Alors d'abord un mot sur les manifestations auxquelles vous faisiez allusion, qui ont effectivement eu lieu, notamment à Ispahan, Téhéran et dans d'autres villes iraniennes. Elles sont clairement téléguidées par le pouvoir des mollahs, donc elles ne sont pas très représentatives de la population iranienne. Cela dit, je crois qu'on a enterré un peu vite le régime de la République islamique et qu'on n'a pas du tout mesuré à quel point l'emprise du pouvoir religieux et du pouvoir des gardiens de la Révolution... Même si de nombreuses têtes pensantes ont été éliminées. Oui, mais quelques-unes, et elles sont remplacées aussitôt, on le voit bien, par des gens qui sont tout aussi déterminés, soit parce que ce sont des fanatiques religieux, soit parce que ce sont des gardiens de la Révolution qui ont des intérêts considérables. Vous savez, les gardiens de la Révolution, finalement, préemptent 80% de l'économie iranienne, et ce sont des milliards et des milliards de dollars qu'ils engrangent tous les ans. Donc il y a des intérêts économiques majeurs, il y a des intérêts naturellement sociétaux, de pouvoir, d'argent. Économique avec le détroit d'Ormuz, Alors exemple. ça c'est une chose, ça c'est pour faire pression éventuellement sur la communauté internationale. Sur les pays étrangers, notamment sur les Occidentaux. Mais je parle, moi, de ce que les gardiens de la Révolution se mettent dans les poches. Et ça... Imaginez que ces gens sont évidemment dans une posture de je dirais, kleptocratie. Ils ne vont pas lâcher du jour au lendemain les possibilités qu'ils ont de continuer à s'enrichir. C'est pour ça qu'ils seront extrêmement difficiles à déloger. Et puis, il y a aussi quand même une partie de la population iranienne qui continue à croire à ce régime. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, en fait, il y a à peu près 5% des 90 millions à peu près d'Iraniens qui ont plus de 70 ans ou de 65 ans. Donc ceux qui ont connu la révolution iranienne ne sont plus du tout majoritaires, ceux de 1979. En revanche, il y a les générations plus jeunes qui, en partie, restent acquises à la cause, même s'il y a une opposition, même si beaucoup d'étudiants rêvent de partir en Occident ou d'une révolution à l'occidentale. Mais pour l'instant, je dirais que si on regarde honnêtement la situation, les chances pour que ça arrive sont quand même extrêmement minces. Et puis il y a aussi les manifestations des femmes qui ont aussi beaucoup pesé en Iran. Absolument. De toute façon, il n'y a pas d'enquête
quantitative en Iran, il est très difficile de parler avec des chiffres, mais ce qui est évident, c'est que par rapport à l'économie, à l'effondrement d'économie, 90% des Iraniens ont appauvri. Donc quand les gens sont pauvres, quand les gens ne peuvent pas assurer les besoins quotidiens, évidemment, ils se retournent contre leurs dirigeants et ils les mettent en question. Donc l'idée que la population iranienne est divisée, pas plus que les autres sociétés. De toute façon, selon nos enquêtes, selon mes enquêtes, je peux comprendre que l'écrasante majorité des Iraniens sont contre ce régime, mais vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des divisions, c'est-à-dire dans le sens où plus la guerre dure, et plus les gens se déçoivent. Et c'est ça le problème, c'est que personne ne veut mourir, personne ne veut être dépossédé de ses biens. Donc les Iraniens, d'ailleurs, ceux avec qui je suis en contact, qui ne sont pas quand même moindres, parce que j'ai réussi à constituer un vaste réseau. Alors pour eux, ce qui est étonnant, c'est qu'ils pensent que pour Israël, renverser la République islamique, c'est comme claquant de doigts et qu'ils se demandent comment ça se fait 10 jours après la guerre, Khomeini est toujours vivant. Et donc, ils se fâchent. Ils se fâchent en disant que « mais pourquoi on est en train de mourir alors que Khomeini est toujours vivant ?» Il est très difficile de leur faire comprendre que comme Khomeini est la personne la mieux gardée sur la planète et l'armée israélienne, il ne peut pas faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est ça que je pense. Plus la guerre dure, mieux c'est pour la République islamique. La République islamique arrive à acheter le temps et attirer les Iraniens vers elle-même en disant que c'est moi qui vous défends. Alors que là, les jeunes Iraniens, dont 80% de la population iranienne a moins de 40 ans. Donc quand on dit jeunes Iraniens, c'est un pléonasme. Alors les jeunes avec qui je suis en contact, ils disent que notre grande hantise, c'est que la République islamique reste et qu'elle se retourne contre nous et qu'après la guerre, après la fin des conflits, ils nous tuent. Ils nous massacrent. Vous voyez ? Ils se débarrassent de l'opposition. C'est-à-dire que la guerre, la véritable guerre de la République islamique n'est pas contre Israël, c'est contre ces jeunes. Alors, on va revenir quand même sur le cœur de ce conflit, de ce qui a mené Israël à frapper l'Iran. C'est donc l'enrichissement en uranium. L'Iran est-elle sur le point de se doter de l'arme nucléaire ? Pour l'instant, pas de confirmation, ni de la part des renseignements américains, ni de la part de l'AIEA. C'est pour le moment Israël qui l'affirme. Le chef de l'agence, le chef de l'AIEA a ajouté qu'il était prêt à effectuer des contrôles du programme nucléaire de façon incontestable. Est-ce une avancée ou en tous les cas une possibilité de reprendre le dialogue diplomatique? On voit ça avec